En ce moment, je pense que l'Ukraine est au plus bas et que Zelensky est associé intimement à cela. Après, il ne faut pas oublier que le projet russe en Ukraine, le projet poutinien, il est à la fois ethnocidaire, mais il est aussi étacidaire. Et la première incarnation de cet État aux aspirations démocratiques européennes et otaniennes, c'est la figure de Volodymyr Zelensky. Donc c'était vraiment pour ça qu'il était visé. Après, c'est intéressant que le général fasse référence au papier de Simon Schuster, parce que dans la presse anglophone, c'est celui qui a le mieux raconté la première tentative d'assassinat, et c'est absolument fascinant, parce que Simon Schuster, il est dans le bâtiment, il voit l'installation, et on sent en fait la nature, vraiment. C'est parce que quand vous êtes confronté à la réalité de la perspective de votre propre mort, vous êtes vrai. Ne mentez pas dans ces moments-là. Et donc lui qui assiste à cela, il voit qui est Volodymyr Zelensky. Pour moi, Volodymyr Zelensky, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est une phrase toute simple, c'est l'homme qui reste. D'autres sont partis, d'autres seraient partis. Lui fait le choix, alors que la mort toque à sa porte, de l'entrouvrir, de la regarder dans les yeux. Et c'est la phrase qu'il prononce et qui marquera l'histoire. Il dit, en s'adressant aux Russes, dans leur langue, en russe, « Quand vous traverserez cette frontière, vous verrez nos visages et non pas nos dos. » Et c'est cette parole qui va, de manière churchillienne, si vous voulez, porter tout un peuple et nous inspirer et nous marquer jusque dans notre chair, parce que son talent, c'est de faire en sorte que nous, qui sommes à des milliers de kilomètres, ressentions cette peur et cette douleur. Et nous obliger. Et que cette histoire nous a complètement emballés, qu'on a senti cette gémellité, cette fraternité. Mais ce même Simon Schuster, quand il retourne à Kiev, qui fait le voyage avec Volodymyr Zelensky jusqu'à Washington DC, qui revient et qui découvre... Alors Mathieu disait qu'il y avait encore les sacs de sable, en réalité ils ont été grandement retirés, et quand vous interviewez n'importe quel chef d'État, vous n'amenez pas un sac à dos, un stylo, votre téléphone, etc. Bien sûr. Donc il y a on va dire une normalisation de la vie dans la guerre, et il y a un léger allègement, aussi parce que quand vous êtes dans une guerre de haute intensité, au bout d'un moment, votre niveau d'alerte, il baisse nécessairement. Vous ne pouvez pas rester ultra alerte tout le temps. Mais c'est vrai qu'il continue de concentrer de l'attention et on peut toujours compter sur les Russes pour avoir la pire des réactions possibles. Franchement, The Sun, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent à vendre du papier. C'est ça, c'était la question que je voulais poser à Renaud. Non, mais c'est intéressant ça. Ils vont le chercher là-dessus, ils leur donnent ce qu'ils veulent, qui va faire la une, et les Russes réagissent. Alors que moi, côté Peskov, j'aurais dû... Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est super intéressant, Renaud, c'est que le Sun, c'est pas du tout dénigrant pour nos collègues du Sun, mais c'est vrai que c'est une presse qui n'est pas, j'allais dire, c'est pas le monde diplomatique, le Sun, tout le monde le sait, et c'est pas chacun sa ligne éditoriale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il sait aussi, Volodymyr Zelensky, ce qu'il donne à qui, et il sait aussi que, et puis c'est une interview filmée, c'est pas uniquement, voilà, on a vu les extraits, donc c'est intéressant aussi pour lui il a aussi besoin de remobiliser les opinions publiques, voilà, Le général parlait de Zaloujny, c'est intéressant parce que Zaloujny, le patron des armées, fait une interview très intello dans The Economist, où il s'adresse effectivement aux diplomates, aux militaires, aux élites internationales, et une interview et un édito, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et quelque part, ça jette quand même, quoi qu'il le veuille, une ombre sur Zelensky, parce que derrière, il y a tout le débat sur... et maintenant, ça sort dans plus en plus de papiers, où Zaloujny ne voulait pas faire la contre-offensive sitôt. Il disait, en gros, je n'ai pas assez... Je n'ai pas assez. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Militairement, et d'ailleurs, vous les militaires sur le plateau disiez en gros, bon pour l'instant c'est une impasse, mais c'était pas couru d'avance, mais je veux dire, l'OTAN avait de l'espoir, mais c'était vraiment un fusil à un coup et c'était très risqué. Et Zelensky en politique disait si, c'est maintenant. Moi, politiquement, j'en ai besoin maintenant, je peux pas attendre. On va pas attendre on va pas attendre l'été 2023 sans rien faire, et l'hiver. Et il avait besoin de faire un coup depuis l'interview de Zaloujny à The Economist. Et quoi de meilleur coup que The Sun, des millions de lecteurs, la presse People, pour renouer avec le peuple, justement. En créant de l'empathie. Parce que plusieurs fois, on a débattu, est-ce que les Russes ont voulu assassiner Zelensky ? Il y a eu progressivement des informations, et là, il le révèle. Donc, dans le média dans le monde où vous touchez, effectivement, en plus avec une vidéo, tout ça. Et puis, il le révèle avec humour quand on disait qu'il était fatigué, de mauvaise humeur, irascible, qu'il avait plus de distance, etc. Je suis là. C'est ça. Je suis là, debout, je suis pas fatigué.
je garde mon humour intact. C'est ce que tous les intervieweurs disent. Ils sont frappés quand ils quittent Zelensky de dire mais et même en off, il a de l'humour. Alors justement, si on poursuit, parce qu'on a regardé un peu avec Mathieu, évidemment, tout ce qui s'était dit dans cette interview qui dure un gros quart d'heure de mémoire, parce qu'on commence à entendre parler la petite musique de la négociation, éventuellement, la fin de l'arrêt des combats, essayer de voir ce qu'il peut se passer cet hiver. Il dit, alors il répond donc à ces journalistes-là sur le moral, il parle du moral du peuple ukrainien. Il dit, si vous leur demandez, êtes-vous prêt à céder nos terres à la Russie, êtes-vous prêt à discuter avec les Russes de la manière de mettre fin à tout cela, êtes-vous personnellement prêt à un compromis avec Poutine, en avez-vous assez? Ils vous diront que nous ne sommes pas fatigués, nous ne sommes prêts à aller plus loin. Sur la fatigue, justement, ce que vous disiez à l'instant, Renaud. Et il retamponne encore, si j'ose dire, ce message-là, de façon assez solennelle et assez grave, dans l'une de ses communications quotidiennes qu'il fait régulièrement. Écoutez. Lorsque le monde civilisé commence à chercher des compromis avec les terroristes et à faire des concessions avec les tyrans, nous sommes tous définitivement perdants. L'Ukraine, l'Europe, le monde entier. Nous perdons en pensant naïvement qu'il est possible de discuter avec eux. C'est impossible. Nous sommes forts, nous devons être forts. Parce que les gens ne croient qu'en la force, et seuls les forts créent l'avenir. Seuls les forts peuvent être unis. Unis pour devenir libres, libres d'être dignes. Donc pas question de discuter avec les terroristes, puisque l'armée russe c'est une armée de terroristes, dit-il. Pas question de discuter avec eux. Façon de couper court un peu à cette petite musique qu'on commence à entendre. Alors moi je me suis posé la question, Vladimir Poutine demain il participe au G20 virtuel. Bon, aujourd'hui le sommet des BRICS virtuel, enfin en visio, très bien. Hier c'était Lloyd Austin qui est allé voir Volodymyr Zelensky pour encore affirmer son soutien, rapporter une aide, etc. Les Allemands rapportent de l'aide. Est-ce que on peut imaginer que, effectivement, Austin soit aussi venu lui dire, écoute, à un moment, il va falloir qu'on se mette autour de la table. Est-ce que le fait que Poutine revienne dans les sommets internationaux, si j'ose dire ça, ça veut dire qu'il y a une petite musique qui se met en marche avec cette fameuse interview de Zaloujny dans The Economist d'impasse. Voilà, il avait besoin de remettre les points sur les i. Oui, il y a une petite musique. Cela étant, d'un côté, je ne crois pas que les Russes soient aujourd'hui disposés à négocier. Leur intérêt aujourd'hui n'est pas de négocier. Plus ça dure longtemps, plus ils empêchent l'Ukraine de reprendre le souffle, de se normaliser, de rentrer dans l'UE, dans l'OTAN, de faire des négociations, etc. Donc, je pense que les Russes aujourd'hui peuvent... Enfin, le temps est un peu pour eux. Et donc, ils devraient, en tout cas, lever la barre très très haut. Voilà. Du côté de Zelensky, ce qu'il faut bien comprendre, et vous avez raison de rappeler les sondages, c'est que le premier homme politique ukrainien qui dit « Ok, on va aller négocier », perd le soutien absolu de l'ensemble de la population ukrainienne. Et donc, derrière le débat d'une sorte de pression occidentale, parce que vous parlez de petite musique, la petite musique, elle est du côté occidental, du côté des Européens et des Américains, oui, sûr. D'accord, qui commence à dire à Zelensky, bon, comme on ne peut plus faire grand-chose, peut-être qu'il faudrait changer, pourquoi pas négocier, ou une trêve. Cela étant, ça c'est une perception vue de là-bas, mais ce que nous disions à l'instant, c'est que vous avez une vie politique ukrainienne que nous ne comprenons pas, mais il est évident que le premier qui commence à prononcer le mot de négociation, quelque part, saute politiquement. Et d'ailleurs, peut-être qu'un certain nombre des concurrents de Zelensky veulent le forcer à négocier de façon à ce que ce soit lui qui, du fait de sa légitimité, prenne y compris le risque de la négociation ou du cessez-le-feu, de façon à pouvoir le remplacer à blanc. Mais Valéry Zaloujny, il n'a pas été démonétisé, Gallagher, quand il parle. Alors, il ne parle pas de négociation, il dit on est dans une impasse, on a un problème, on ne va pas y arriver. La guerre, on risque de la perdre. Il n'est pas démonétisé dans le cœur des Ukrainiens. C'est une star absolue encore, Valéry Zaloujny. Oui, non, absolument. Et c'est ça, si vous voulez, qui fait que le moment est un peu étrange, c'est que le militaire rentre dans le domaine du politique très clairement. C'est quand même une expression qui a marqué les esprits, et s'il a besoin de le dire sur 9 pages dans The Economist, c'est parce que clairement il y a de la friture sur la ligne entre lui et Zelensky, et donc il utilise l'espace public, pas n'importe lequel, parce que c'est quand même un canal d'expression, on va dire entre guillemets, raffiné et élitiste, donc ça permet de trianguler aussi un peu via la communauté internationale, mais le général a raison, c'est-à-dire que le militaire dit on est dans une impasse, et le politique dit il est hors de question de négocier, parce qu'effectivement, ouvrir cette porte, c'est du suicide politique, voire physique,
pour Zelensky. Donc après, moi je ne pense pas... Oui, mais le militaire dit c'est peut-être du suicide politique, mais y rester, c'est du suicide pour nos hommes. Non. Zaloujny, il dit deux choses. Il dit on a besoin d'un bond technologique, donc d'une invention comparable à celle de la poudre. Et ensuite, et moi c'est la partie qui m'a le plus marqué, c'est dit oui, bon d'accord, on est en manque de munitions, mais surtout, on est en manque d'hommes. Il parle d'un problème de mobilisation de la population. Et rappelez-vous, qu'on l'a presque oublié, mais il y a des mois, un des premiers gros clashs Zaloujny-Zelensky, c'est que Zaloujny appelait le pouvoir politique à légiférer en ce sens. Il voulait des lois de mobilisation, de conscription et de punition bien plus dures que les textes existants, parce que là, on commence à compter en dizaines de milliers. Et depuis, il y en a eu. Les défections. Depuis, il y en a eu des lois. Oui. Et la police ukrainienne, la police des douanes, commence à publier des chiffres qui sont en dizaines de milliers sur les arrestations qui sont faites à fond. On a des reportages maintenant. Vous pouvez suivre les douaniers ukrainiens qui vous expliquent comment ils s'y prennent, comment est-ce qu'ils les repèrent. D'ailleurs, on écoutait tout à l'heure, c'était Mathieu Karman, Renaud, qui nous faisait un point justement sur l'âge moyen dans l'armée ukrainienne. 43 ans. 43 ans désormais, c'est-à-dire que cette armée, elle a vieilli de fait, parce qu'en fait, il y a eu, alors les estimations américaines sont assez ahurissantes, 90 000 morts, c'est les généraux américains qui estiment, toujours compliqué, depuis le début de la contre-offensive, donc c'est colossal. Et que donc cette armée, elle vieillit, et une armée qui vieillit, l'armée russe aussi, elle vieillit, mais une armée qui vieillit, elle a plus de mal sur le terrain, forcément. Après, dans l'interview de The Economist, ça venait que c'était sa 5e priorité à Zaloujny. C'était pas la première non plus, qui était l'air power, ensuite la guerre électronique, etc. Il y avait d'autres capacités clés, et le problème de la masse humaine venait qu'en 5e. Oui, ça reste une question. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que l'interview de Zaloujny, elle est quand même très dure. C'est quand même très dur pour l'avenir du côté ukrainien de cette guerre, parce que un saut technologique, on invente la poudre. Moi je veux bien, mais je travaille pas à la direction générale de l'armement, mais j'ai pas l'impression qu'on est à l'aube d'un saut technologique incroyable et que ça soit la priorité des Européens, des Américains. C'est-à-dire que c'était vraiment quasiment de dire bon bah voilà, c'est mission impossible. Il nous faudrait quasiment la poudre à canon, quoi. Il nous faudrait quelque chose d'extraordinaire. On ne l'aura pas, donc donnez-nous des armes. Le problème des armes, c'est que il y a pas les industries d'armement en Occident ne tournent pas assez vite. Moi, j'ai été frappé par la nouvelle la semaine dernière du ministre de la Défense allemand. Je crois, c'est le ministre de la Défense qui dit on avait promis 1 million d'obus. Non, c'est 700 000. Ces 700 000, on les aura pas. Et pourtant, Thierry Breton sur LCI, le commissaire à l'industrie, à Bruxelles, dimanche sur LCI, il dit si, je me suis engagé 1 million. On les aura en mars 2024. Je m'étais engagé en mars 2023. Donc manque d'armes et puis manque d'hommes. Regardez l'âge moyen en Israël. Ah, mais moi, je suis toujours frappé quand je regarde les images, les vidéos en ce moment. C'est combien On est à 22 ou 23, je crois, sur le. Dans l'armée, d'Atsal. Oui, dans les réservistes qui sont actuellement sur le front. Donc là, c'est très âgé. Et puis les troupes d'élite sont à Avdiivka et pas ailleurs.